pouvoir du podcast, c'est de laisser les gens se créer eux-mêmes des images mentales, parce qu'ils n'ont pas l'image, ils ont uniquement le son. Le podcast, c'est le meilleur des relais pour passer un message. On peut pas mentir avec l'audio. C'est ultra humain et je pense que c'est l'un des médias les plus puissants qui puissent exister aujourd'hui. Vous gérez la communication d'une entreprise, d'une institution ou d'une ONG, ou vous êtes entrepreneur ou créateur ou créatrice, vous voulez créer ou développer un podcast pour vous démarquer et amplifier l'impact de votre activité. Bienvenue dans le pouvoir du podcast. Je suis Mélanie Hong, experte en création et développement de podcasts et fondatrice du studio Bonjour Podcast. Et chaque semaine, je vous donne rendez-vous avec une mini-série de conseils ou un retour d'expérience concret. L'objectif ? Vous donner des idées et surtout des recommandations d'actions prêtes à appliquer pour améliorer votre podcast pour qu'il soit de qualité et écouté. C'est parti pour l'épisode de la semaine. Après avoir vu dans le premier épisode pourquoi l'interview est un exercice intéressant et qu'il est utile de s'y former, dans ce deuxième épisode, on va aborder la préparation. Toutes les étapes avant le jour J de l'interview. Alors sur ce sujet, mes deux invités ont des pratiques assez différentes, vous verrez, et c'est ça que je trouve intéressant parce que vous pourrez y piocher chez l'un ou chez l'autre en fonction de votre projet ou de votre personnalité. Alice Milot, qui est journaliste reporter radio et co-créatrice du podcast Postscriptum, travaille scrupuleusement ses interviews en amont. Tandis que Fabrice Florent, créateur des podcasts indépendants Histoire de daron, de mec, de daronne, de succès, d'argent, lui mise beaucoup sur la spontanéité du moment. Tous les deux vous livrent leurs conseils avec beaucoup de générosité, alors merci beaucoup à eux. Faut-il faire des recherches sur ces invités ? Faut-il les sélectionner, les briefer ? Faut-il préparer une liste de questions précises ? La réponse à ces questions n'est pas unique, alors on va aborder ces sujets les uns après les autres. Si vous ne l'avez pas remarqué, je suis du genre méthodique. Alors d'abord, les recherches préparatoires. Oui ou non ? Pour Alice, c'est un grand oui. Je trouve ça extrêmement important d'arriver en interview en ayant préparé son interview. C'est-à-dire que c'est un moment de concentration très intense qui est de se mettre ou derrière son ordinateur ou derrière son cahier. Moi, j'utilise plutôt un cahier en interview. Et là, je pose par écrit les questions que je vais poser à cette personne. Et donc, j'essaye de me projeter dans la conversation qu'on va avoir pour englober tous les enjeux, essayer de faire un spectre très large du dialogue qu'on va pouvoir avoir et des thèmes que je souhaite aborder avec cette personne. Donc, c'est vraiment un travail qui est hyper important parce que ça vous oblige en fait à réfléchir à votre sujet avant d'être dans la rencontre. Donc, c'est quelque chose d'essentiel. Alors moi, je suis un peu comme Alice, j'aime bien préparer à fond toutes mes interviews pour avoir le plus d'informations possible sur le sujet dont on va parler, que ce soit un parcours de vie ou une expertise. À ce propos, si vous envisagez d'interviewer un expert, Alice insiste particulièrement sur le fait de se documenter un maximum sur le sujet d'expertise en question. Si tu mènes une interview qui est dans le cadre d'une enquête et que tu vas par exemple interviewer un chercheur, un spécialiste, etc., ça c'est quelque chose qui nécessite une préparation un peu plus scolaire. C'est-à-dire que ça nécessite d'être allé chercher des informations contextuelles auparavant, d'avoir fait ce qu'on appelle de la documentation, d'avoir lu des articles, de s'être fait une petite revue de presse, etc. En fait, d'avoir en tête un bon background du sujet de manière générale pour pouvoir aller interviewer votre expert de la manière la plus perspicace possible, en fait, quoi. C'est-à-dire que dans la façon dont vous allez formuler vos questions, peut-être vous-même, vous allez y mettre des chiffres. On sait que 2 Français sur 3 déclarent que machin. Est-ce que vous pensez que ça signifie que blablabla ? Donc ça veut dire que, en fait, vos questions sont des questions qui peuvent être gardées au montage parce qu'elles donnent une information. Donc ça, c'est important parce que du coup, vous devez, vous, être expert du sujet avant d'aller voir l'expert. Je pense qu'on ne sort pas d'une interview avec un expert si on ne l'a pas bien préparé parce que
les informations qu'on a recueillies, elles sont pas intéressantes, quoi. Et aussi l'intérêt, en fait, d'être allé chercher cette documentation avant de venir, c'est de ne pas vous retrouver comme une poule devant un couteau face au discours de l'expert parce que vous ne comprenez pas de quoi il parle, parce que vous n'avez pas les codes, parce que vous ne comprenez pas le langage qu'il utilise, parce que vous n'avez pas les acronymes en tête, parce que vous ne connaissez pas votre sujet, tout simplement. Et en fait, si vous ne comprenez pas ce que l'expert est en train de vous dire, les auditeurs ne vous comprendront pas non plus. Donc vous, votre travail de journaliste, quand vous menez ce genre d'interview, c'est de justement faire l'intermédiaire entre l'expert et le public. Mais pour ça, il faut que vous soyez justement l'intermédiaire. Donc vous soyez, vous, à cheval entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. Donc pour ça, ça veut dire il faut que vous sachiez un peu. Donc c'est pour ça que ça nécessite quand même pas mal de documentation, puisque ensuite, face au charabia de votre expert, votre travail à vous, ça va être de le réorienter à travers et à l'intérieur de l'interview pour le remettre sur le droit chemin en disant « Ah oui, donc là, quand vous parlez de l'ASE, vous voulez dire l'aide sociale à l'enfance qui remplace la DAS et réexpliquer en recontextualisant 2-3 petites choses, etc. » Ou alors reformuler ce que l'expert vient de dire. Et vous êtes en capacité de le reformuler parce que comme vous vous êtes documenté auparavant sur la question, vous savez de quoi il parle. Donc, vous êtes capable de reformuler de manière plus pédagogique et plus facile à comprendre. Et ça peut vous amener à une seconde question. Ça, c'est vraiment si vous avez affaire à quelqu'un qui a une expertise à partager, que vous devez l'interviewer, ça nécessite une forte documentation. Alors, pour résumer, si vous envisagez d'interviewer un expert dans son domaine, que ce soit un spécialiste en marketing, un sociologue ou pourquoi pas un CEO qui présente l'activité de son entreprise, Alice recommande fortement d'effectuer des recherches préparatoires pour comprendre son domaine d'expertise, son vocabulaire, anticiper ses réponses et pouvoir rebondir. De mon côté, je pense aussi que cette préparation est importante parce que, ne serait-ce que pour angler au maximum votre interview, la rendre la plus spécifique possible pour qu'elle apporte les informations intéressantes le plus vite possible durant l'échange. Ça sert aussi à faire en sorte que la personne qui prend du temps pour venir répondre à vos questions se sente considérée. Par exemple, si elle sait que vous êtes renseigné sur son parcours, sur son travail, elle peut le ressentir comme une marque de respect pour ce qu'elle a fait. Ça ne veut pas dire que si la personne a écrit 15 livres, vous devrez absolument lire les 15 livres avant d'être en mesure de l'interviewer, mais savoir qu'elle les a écrits, de quoi il est question, si bien sûr ça a un lien avec le sujet de votre podcast, c'est utile. Maintenant, si vous n'interviewez pas d'experts, mais que votre podcast est plutôt tourné vers des témoignages de vie, l'approche est un petit peu différente. Alice préconise de préparer l'entretien en amont, surtout si des sujets difficiles pourraient être abordés. Ça peut nécessiter une petite documentation. Voilà, si par exemple, vous allez interviewer quelqu'un qui a vécu des violences conjugales, par exemple, c'est quand même intéressant de passer un petit peu de temps sur Internet avant, justement pour avoir 2-3 chiffres en tête, etc. Mais c'est pas la même démarche que l'expert. Là, l'idée, c'est de faire un travail d'empathie pré-interview. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous vous mettiez en fait à la place de la personne et vous imaginiez déjà ce qu'elle pourrait vous répondre. Et face à ça, d'aller lister voilà toutes les questions qui pourraient être intéressantes autour de ce sujet-là, sachant que quand on est dans un témoignage sur un sujet qui est assez intime, qui peut être voilà un peu délicat comme je le disais, ça peut être intéressant de penser à préparer ces questions en amont pour ne pas heurter la personne dans sa sensibilité. Préparer des sujets sensibles, ça peut être en amont avec la personne, ou bien juste lui envoyer les questions, par exemple, pour qu'elle se prépare. Parce qu'on va le voir, trop discuter en amont, ça peut aussi être un écueil. L'approche de Fabrice Florent, lui, qui réalise principalement des interviews témoignages de personnalités et d'anonymes, elle est un peu différente. Et elle a aussi évolué au fil du temps. Il faut se préparer au départ. Quand tu commences, il faut se préparer le plus possible. Et plus tu es stressé, entre guillemets, plus tu auras peut-être besoin de te préparer. Et c'est OK. Moi, je trouve que la préparation, c'est très chouette dans l'absolu. Mais en fait, après, c'est sur le moment. Si tu as bien préparé en amont, normalement, tu sais où tu vas. Il faut juste pas... Tu vois, parfois, il m'arrive d'oublier. Ah merde, je voulais l'amener là et en fait, j'ai totalement zappé. Bon, c'est pas grave en fait. C'est juste, c'est pas venu dans la discussion, c'est pas venu dans le moment. C'est pas très grave en fait, fondamentalement. Donc quand vous débutez, préparez, faites des recherches pour préparer vos questions. Ça sert à être prêt pour l'échange, mais il faut pas rester figé dessus. Et si votre invité n'est pas une personnalité publique, plutôt que de vous renseigner à travers des informations sur Internet, parce qu'il y en a peut-être pas, il faudra les recueillir en direct, par exemple via un pré-entretien, un brief, comme le fait Alice, ou bien des échanges par mail, comme le fait Fabflo. C'est là l'occasion d'en apprendre plus sur son histoire, sur le parcours de la personne, mais aussi pour vous de vérifier si la personne correspond au profil que vous recherchez et qu'elle a une bonne élocution.
Alors, quelles informations récolter avant son interview? Première chose, vérifier que la personne est ce qu'on appelle, bon, c'est pas très joli, mais c'est l'expression qu'on entend souvent, un bon client. Vérifier que c'est une personne voilà, qui a un bon débit, une bonne articulation. Mais en fait, ça, c'est des détails de forme. Mais ce qui compte surtout, c'est de vérifier que c'est une personne qui a envie de raconter son histoire. Et que vous n'êtes pas en train ni de lui forcer la main, qu'elle ne fait pas ça pour vous faire plaisir, et qu'elle a des bonnes intentions de témoigner. Peut-être qu'elle veut témoigner parce qu'elle veut se libérer d'un fardeau et que c'est un aspect thérapeutique pour elle. Peut-être qu'elle veut témoigner parce que ça lui permet de militer d'une certaine façon en portant haut une parole qu'elle estime taboue et que c'est sa manière à elle voilà, de militer. Peut-être qu'elle veut témoigner parce qu'elle estime qu'elle a été victime d'une injustice et que parler, c'est une façon de réparer le mal qui lui a été fait. Peu importe en fait la raison pour laquelle la personne elle accepte de témoigner, ce que vous devez vérifier, c'est qu'elle a envie de le faire. Parce qu'une personne qui n'a pas envie de le faire ou qui témoigne pour de mauvaises raisons, c'est quelqu'un qui sera un mauvais client à l'antenne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ou bien quelqu'un qui vous dit oui, mais qui va se rétracter au dernier moment et qui du coup vous répondra sur le bout des lèvres, etc. Et va tout le temps falloir aller chercher des réponses et ce ne sera pas forcément quelque chose de probant. Enfin, en tout cas, il ne sera pas dans une interview généreuse, quoi. Donc, si vous voulez quelqu'un qui soit généreux dans son récit, il faut quelqu'un qui ait envie de témoigner. Ensuite, s'informer sur le contenu que la personne souhaite partager, mais sans la laisser tout dévoiler. L'état d'esprit, c'est d'abord « j'ai besoin de vous », donc c'est à moi, d'abord journaliste, de te convaincre, toi, de faire partie de mon projet, en te donnant envie. Donc ça, c'est le premier enjeu. Ensuite, une fois que les choses sont claires, donc moi, j'explique le projet. Donc par exemple, quand je fais un brief pour mon podcast Postscriptum, j'explique ce que c'est que Postscriptum. Bon, en vrai, ça dure pas 3 minutes. Hein. Je donne quelques exemples. Enfin, j'essaye de donner envie. Allez, on va dire que ça prend 5 minutes. En 5 minutes, j'essaye de donner envie aux gens de participer au projet. Ensuite, je leur dis, voilà, du coup, moi, je sais pas grand-chose sur vous. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu dans les grandes lignes qui vous êtes, que je prenne 2-3 notes, c'est juste pour vérifier que du coup, ça pourrait bien coller au projet. Mais, attention, la grosse erreur à ne pas faire, c'est de faire de votre brief votre interview. Parce que là, en fait, vous êtes en train de perdre toute la spontanéité et la vivacité de votre interview. Le premier jet est toujours le plus fort. C'est le plus fort, c'est le plus intéressant, c'est le plus percutant, c'est le plus frais, quoi. C'est là où tu as toutes les punchlines, c'est là où tu as l'émotion, c'est là où ça fait pas réchauffer. Il faut surtout pas non plus qu'ils dévoilent toute leur histoire pendant le brief, au téléphone, parce que là, vous êtes en train de rien enregistrer. Et quand vous allez la rencontrer 3 jours, 1 semaine, 1 mois plus tard, en fait, la personne dans sa tête, elle aura considéré qu'elle vous a déjà raconté son histoire. Donc, elle va vous la re-raconter, mais de manière beaucoup moins forte. En tout cas, vous allez avoir le sentiment, vous allez passer votre interview à vous dire « Oh mince, oh, c'était mieux quand elle me l'avait dit au téléphone. Ah, c'est dommage, elle ne dit pas aussi bien. » Et puis, vous allez être super frustré. Donc, moi, je préconise un brief de pas plus de 10 minutes, en fait. Comme ça vous oblige à avoir un peu une histoire dans les grandes lignes pour être sûr que l'histoire, elle tient la route, que la personne, elle parle bien, mais qu'elle ne rentre pas trop dans les détails. C'est vrai que pour avoir fait l'erreur de discuter trop longtemps avec une personne en pré-entretien, je suis totalement d'accord que l'interview enregistrée ensuite est toujours une version un peu plus fade, avec moins de détails, moins d'enthousiasme, moins d'anecdotes que lors de la première discussion non enregistrée. Flo, lui, ne fait carrément pas d'entretien préalable. Il suit un peu la même logique, mais il se base sur des informations soit glanées sur Internet, soit reçues par mail, parce que les personnes le contactent, sans chercher à connaître trop de détails pour les réserver à l'interview. Il m'arrive d'avoir des interviews, peut-être notamment, tu vois, dans l'histoire de succès, où il y a des gens qui ont des parcours un peu plus larges, etc. Donc là, je vais voir un petit peu, je sais pas, leur fiche Wikipédia, ou je vais voir s'ils ont fait d'autres podcasts, etc. J'écoute. En fait, je veux pas non plus m'influencer trop de ce qui a été raconté. Je préfère garder une forme de fraîcheur. Et même, tu vois, dans l'histoire de Daron, par exemple, il y a des gens qui m'envoient des tartines, des mails super longs. Moi, je les lis pas, hein. Je les lis vraiment en diagonale. Je vois à peu près de quoi ça veut parler. J'ai 2-3 thèmes en tête. Et en fait, après, on y va, quoi. Et j'ai pas besoin de faire beaucoup plus. Maintenant, après avoir recueilli les informations utiles, comment préparer ces questions? Alors moi, je suis autodidacte, mais j'ai appris un jour que la liste de questions, on l'appelle aussi en journalisme un conducteur, parce que c'est le fil conducteur de votre interview. Pour moi, ce conducteur, il a plusieurs intérêts. Premièrement, de structurer votre pensée,
en vous obligeant à dérouler un fil cohérent pour l'échange. Et deuxièmement, vous aider à anticiper la gestion de votre temps parce que vous imaginerez le temps que prendront les échanges sur chaque question ou sur chaque thématique que vous imaginez. Donc, pour ne pas vous retrouver avec 2 pages de questions alors que vous aviez prévu que 20 minutes d'interview, c'est utile. Bon, j'exagère un peu sur les 2 pages de questions, mais vous avez compris l'idée. Alors, je vous donne un exemple. Pour une interview d'artiste, pour préparer l'interview, je vais d'abord me renseigner en lisant la biographie, en creusant la discographie, les étapes clés du parcours de vie, de carrière, en écoutant quelques interviews. Ensuite, je vais choisir un angle, alors avec Warner Music France, puisque c'est avec eux que je travaille pour des interviews d'artistes, un angle que l'on souhaite traiter plus précisément, et je crée un conducteur pour mener l'invité à développer le sujet au fur et à mesure de l'échange. C'est comme si j'imaginais une conversation, sauf que toute l'attention est centrée sur un des protagonistes, qui est l'interviewé. Ici, l'interview va durer environ 1 heure, et je décompose mes questions en 3 grandes thématiques que j'aborde pendant 15 minutes environ. Je vais laisser du temps au début pour se présenter, se mettre à l'aise, installer le matériel, et je laisse aussi un petit peu de temps à la fin si jamais l'échange déborde. Et ça arrive plus souvent qu'on le pense, parce que quand le lien se crée, parfois on a du mal à arrêter de discuter. Je vous donne un autre exemple sur le sujet plus spécifique de l'angle, parce que je sais que c'est souvent quelque chose qui est difficile à faire quand on débute, d'angler ses interviews. On a tendance à vouloir laisser la personne développer toute son expertise ou toute sa vie, son œuvre, alors que l'intérêt d'une interview, c'est de bien angler. Vous pouvez partir du message que vous voulez faire passer à travers cette interview. Si vous avez du mal à déterminer ce message ou que vous avez juste envie d'interviewer la personne parce qu'elle vous intéresse, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que j'ai choisi cette personne, qu'est-ce qu'elle apporte à mon propos, à mon podcast, ou bien comment elle s'inscrit dans ma série d'épisodes, qu'est-ce qui est différent par rapport aux autres personnes que j'ai interviewées. Par exemple, pour ce podcast, vu leur profil, j'aurais pu demander à Alice et à Fabflo de me décrire leurs expériences en tant que créateurs de podcasts, ou bien parler de monétisation, ou bien encore de relations avec les marques. Mais pour moi, ce sont 2 intervieweurs de talent qui ont beaucoup d'expérience dans cet exercice et qui sont aussi différents dans leur façon de l'aborder. Alors mon angle, c'est leur technique, leur approche de l'interview. Et donc à partir de là, je vais créer mes sous-questions. Comment tu prépares, comment tu briefes, comment tu animes le jour J. Voilà, j'espère que ça vous aide un peu ces petits exemples. Donc pour résumer, pour bien préparer vos interviews, 1. Pensez à faire des recherches sur votre invité. 2. Si vous faites un entretien pré-interview, ne passez pas plus de 10 minutes avec la personne ou ne lisez pas trop de choses pour pas spoiler l'essence de vos futurs échanges. Ensuite, réfléchissez à vos questions avec un conducteur écrit ou bien que vous garderez en tête. Et enfin, alors on n'en a pas parlé, mais petit ajout pour finir, briefez la personne aussi en amont sur les conditions techniques, pratiques. Où est-ce que vous allez enregistrer, à quelle date, combien de temps ça va durer, quel matériel vous allez utiliser, est-ce que vous prendrez une vidéo, des photos, etc. L'objectif, c'est de donner toutes les informations utiles et de tisser avec la personne un lien de confiance avant le jour J. Ça vous permettra à vous d'être plus à l'aise, sûr de vous et prêt pour l'interview. Maintenant que vous avez préparé l'interview, vous avez fait 50% du chemin. Vous pouvez passer à la concrétisation, animer l'interview en elle-même. Ce sera le sujet du prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné des idées à mettre en pratique pour votre propre podcast. Pour plus de ressources, vous pouvez vous abonner à la newsletter du podcast et pour me suggérer des thématiques d'épisodes et des invités, vous pouvez m'envoyer un mail, un message sur LinkedIn ou me laisser un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. À bientôt pour un prochain épisode. C'est fini? Bah oui, Pourquoi? parce qu'il faut pas que ce soit trop long pour qu'on puisse l'écouter facilement. Et il faut que je garde la suite pour le prochain épisode. C'est mieux, non? Oui!